Alors pour continuer cette journée inspirante du Build and Connect Summit, nous avons l'honneur d'accueillir la société Dassault Systèmes dans une conférence sur un thème captivant, réinventer le bâtiment à l'heure du digital. Cette révolution évoque l'idée d'un changement majeur et progressif dans le secteur de la construction, amenant une transformation radicale de ses pratiques, technologies et perspectives. Nous sommes à l'aube d'une ère où l'innovation, la durabilité et surtout le numérique redéfinissent notre manière de concevoir, de construire et de vivre dans nos bâtiments. Cette conférence explorera les tendances innovantes et durables qui façonnent l'avenir de l'industrie du bâtiment en mettant un accent particulier sur le rôle crucial du numérique dans cette transformation. Nous mettrons en lumière les défis, les opportunités et les implications de cette évolution pour l'environnement, l'économie et la société. Comment ces nouvelles technologies numériques et pratiques peuvent-elles transformer notre secteur pour le rendre plus efficace, plus respectueux de l'environnement et mieux adapté aux besoins de notre société? Préparez-vous à découvrir des perspectives révolutionnaires qui redéfinissent les limites de ce qui est possible dans le monde de la construction. Merci d'accueillir chaleureusement pour cela Madame Ferial Nadji, accompagnée de Christophe Alaz, Patrick Joly, Thomas Meigne, Damien Cordier. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue à tous à cette table ronde intitulée « Réinventer le bâtiment à l'heure du digital ». Alors, comme vous le savez, nous vivons une période passionnante et transformative dans le monde de la construction, où les technologies numériques et l'industrialisation bouleversent complètement nos méthodes traditionnelles de conception, de construction et de gestion de chantiers et de bâtiments. Cette transformation promet de rendre notre industrie plus efficace, plus durable et innovante. Comme vous le savez tous, la construction traditionnelle est souvent associée à des défis majeurs tels que les retards, l'augmentation des coûts des matières premières, la pénurie de la main-d'œuvre, le manque de productivité. Et en parallèle, on a cette demande croissante de durabilité et d'efficacité énergétique. Donc, grâce à l'intégration des technologies digitales comme le jumeau numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, l'industrialisation des processus, nous avons une opportunité unique de réinventer nos pratiques. Aujourd'hui, nous allons explorer avec nos partenaires justement l'impact de ces technologies sur nos secteurs, discuter des avantages, des défis, qu'est-ce que ça apporte et imaginer ensemble le futur des bâtiments. Sans plus tarder, je laisse nos experts ici présents se présenter et expliquer justement comment la solution de chacun a pu justement répondre à ces différents enjeux. Donc nous allons commencer par vous, Monsieur Cordier. Merci. Donc, je suis Damien Cordier, architecte associé et gérant du cabinet DRLW. Nous sommes une équipe de 70 personnes basée à Strasbourg et Mulhouse et un peu à Paris. On travaille dans de nombreux domaines à l'échelle du territoire, notamment sur des sujets de mobilité. Ici, vous voyez, on voit, mais en flou, c'est pas grave. Un aéroport en haut, un centre technique en dessous, un hangar d'avion qui est à hamac. Tous ces sujets, on voit du bois, les enjeux du carbone sont tout le temps présents. On travaille aussi sur des domaines tels que du bureau, là, le siège social de Puma ou de Merck Millipore ici en Alsace. Hermès en haut à droite et pour la SNCF en dessous. Des écoles, des équipements publics, des salles de sport, des équipements culturels. Et également dans la partie médico-sociale qu'on peut entreapercevoir en haut à gauche et dans le logement où d'ailleurs il y avait un gros sujet de carbone sur le projet à droite où on avait introduit une briquette avec de nombreuses compétences de décarbonisation et de nettoyage de l'air à Saint-Louis. Merci Damien pour cette présentation. Alors Damien, on se connaît depuis un moment et vous avez depuis longtemps pris ce virage de la digitalisation. Vous avez d'ailleurs été parmi les premiers à passer au BIM. Alors finalement, le BIM, succès ou échec? Alors c'est vrai que le BIM, on y est entré dans les tout premiers avec l'agence. Et
Et on l'a développé, on l'a testé, on l'a travaillé puis développé avec les éditeurs de logiciels. Je pense que c'est un succès parce que ça permet d'accentuer la communication entre les équipes en interne. À l'époque, on dessinait en 2D, on est passé à la 3D. Mine de rien, ça a aidé des gens à lire des plans, et même au sein de nos équipes d'architectes et ingénieurs et dessinateurs. Et du coup, on a une lecture transversale, pluridisciplinaire, et également avec le maître d'ouvrage qui se projette, les élus, les politiques. C'est une aide à la prise de décision qui est largement, qui améliore, on va dire, les échanges autour des projets. C'est un bon retour, et j'entends souvent sur le chantier justement, par contre, que les gains ne sont quand même pas au rendez-vous par rapport au BIM, qu'il faut maintenant aussi, avec la RE 2020, compter le carbone. Donc ma question, c'est finalement comment avez-vous mis à profit les technologies digitales pour répondre à ces différents enjeux? Alors, je suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où les maîtres d'ouvrage ont aussi pris à bras-le-corps le sujet du BIM désormais. Là, on le voit avec un extrait de la Bible BIM Gestion de la région Grand Est, et ils réalisent désormais l'exploitation de leurs bâtiments grâce à la maquette BIM DOE livrée. C'est quand même mieux de savoir ce qu'il y a aussi dans le bâtiment. Et puis nous, on a poussé un peu l'expérience plus loin en interne. On a par exemple acheté cette machine de relevé 3D. Alors vraiment, la pixelisation, c'est vraiment dommage parce que c'était propre. Et en fait, on fait du relevé 3D très précis, des nuages de points de 2 à 8 millions de points par station, des bâtiments qui sont relevés entre 20 et 200 stations, qui permettent à la fois de prendre des mesures à tous les membres de l'équipe sans se déplacer, et de revenir du coup indéfiniment dedans. On voit là une sous-station, une chaufferie pour la région, on l'a relevé, le maître d'ouvrage il n'a plus besoin d'y aller, il rentre dans sa maquette, il mesure, les ingénieurs qui travaillent avec les archis collaborent à distance sur un projet, et c'est une aide exceptionnellement grande qui fait gagner énormément de temps justement. Et je vais vous montrer un petit cas pratique sur une échelle beaucoup plus petite, et pour revenir sur la décarbonisation. Alors c'est une villa, vous allez me dire c'est banal, mais ce qui se fait à une petite échelle se reproduit à une très grande échelle, donc je préférais prendre un petit projet, ça parle à tout le monde. C'est une villa en ossature bois, l'objectif était de la réaliser dans des temps records, on avait des clients qui étaient ambitieux, et d'une esquisse validée par un client, on en obtient une maquette 3D, ça c'est les plans architectes des plans de fondation par exemple. Et le bureau d'études prend à bras le corps nos plans, on échange évidemment avec eux, vous avez pu voir déjà dans la petite 3D en bas, il y a déjà toutes les réservations qui sont faites, c'est extrêmement précis. Donc c'était un travail avec le bureau d'études, le chantier a démarré, 3 semaines après, il y avait quand même 400 mètres carrés de dalles au sol. Ça a été fait dans un temps record, il n'y a pas eu de carottage, il n'y a pas eu d'erreur possible. D'ailleurs, pour vous le prouver, on a fait un relevé de nuages de points ensuite, qu'on a envoyé à l'ossature bois, parce que tout était déjà commandé, c'était une histoire de vérification. Et puis, on vérifie tous les niveaux, tous les altimétries, également pour les écoulements d'eau pluviale. Donc le relevé 3D, c'est des outils à l'appui du bâtiment, ça permet de faire gagner beaucoup de temps, et on sait que le temps, c'est des dépenses de déplacement, de carbone. On en revient toujours au sujet. Et puis l'ossature bois, on avait la maquette 3D, évidemment, il y a de nombreux échanges, et il me faudrait beaucoup plus de temps pour tout vous expliquer. Mais tout est arrivé en kit, et quand je dis en kit, on a été jusqu'au détail. Vous voyez les goujons de fixation, de panne pour avoir une charpente complètement ouverte sans entrée, et pour avoir ce genre d'espace libre. Il n'y a pas de ferme apparente, tout a été livré sur le chantier. La maison elle a été montée en 5 semaines, l'ossature. Toute la maison a été faite en 7 mois et demi. Il y a 400 mètres carrés. Là, c'est un sujet un peu plus technique. Vous voyez les 2 carrés en haut, en fait, c'était la ventilation. On voulait que ça arrive au bon endroit, bien centré, bien parallèle, normal, des niveaux de finition, des exigences. On a ouvert la maquette 3D pendant le chantier. Tout simplement, j'ai dit,
à tel endroit, derrière la cloison, il y a 6 cm de montant, 55 cm plus loin, il y a tant. On a gagné du temps, on a parfait les placos, on a parfait les peintures, on a gagné du temps, de l'argent et donc de nouveau du carbone. Et puis, je rentre encore un peu plus dans le détail pour rester dans mon timing. Mais ici, on était sur un sujet dans les finitions de cette maison. Les clients veulent un lustre. Ce que vous voyez hachuré, c'est le sabot qu'il fallait rajouter sur la charpente. En fait, c'est des gros caissons en bois, l'OSB apparent. Il fallait rajouter un gros caisson, là où il est marqué plan 1/50 tout en haut. C'est un caisson de bois, les câblages électriques passent dedans. Et puis, on accroche le lustre dessus. Et ce que vous voyez, en fait, c'est le plan en haut à droite, c'est le support du lustre. Et c'était un plafond tendu. Donc il fallait accrocher ce support ovale qui fait quand même 1,40 m de haut. C'est un grand espace avec ses 5 suspentes. On est à 5-6 mètres de haut. Deux bonhommes à 5-6 mètres, l'échafaudage bouge, même dans une petite maison. Et au final, quand on regarde en détail, on avait les luminaires en 3D, le client peut se projeter. Il n'y a pas madame ou monsieur qui dit « Ah non, finalement, ça ne me plaît pas ». Ils l'ont vu dans tous les sens, le truc. Et puis, l'objectif est atteint, on monte vite, c'est précis, les vis sont posées aux bons endroits, on n'arrache pas la toile, parce que le plafond tendu, vous mettez un coup de cutter, c'est fini. Et puis, on en arrive, pour conclure, à une livraison, ça c'est la photo. Et toutes ces étapes, alors j'en ai passé beaucoup, mais font que les outils du numérique nous ont permis d'être très précis dans les études, de faire gagner du temps aux entreprises et donc de l'argent aux clients, parce que quand on consulte les entreprises, ils voient bien qu'il y a un travail conséquent, qu'ils ne vont pas perdre de temps et qu'ils peuvent faire un prix correct. Eh ben, ça va en faire rêver plus d'un. 7 mois pour une maison, je pense que beaucoup achèteront. 7 mois et demi, pardon. Christophe, je vous laisse d'abord vous présenter, parce que je pense que c'est intéressant de rebondir sur ce que Damien vient de dire. Oui, alors Christophe Alaz, donc moi je travaille chez Vinci Construction, je dirige un projet de construction hors site depuis 5 ans. Ce projet a pour ambition d'être capable de délivrer de l'habitat collectif neuf entre R+2 et R+7 à un niveau carbone 2031, et ce sans surcoût notable pour, on va dire, la chaîne des clients, que ce soit notre promoteur interne et surtout ses propres clients et les locataires ou les habitants derrière. Sachant que j'ai un background à la fois de construction, de commercial et d'ingénierie et d'immobilier. C'est intéressant. Donc dans la continuité de Damien, comme vous venez de le dire, vous êtes un précurseur et un convaincu des bienfaits de l'industrialisation. Vous le mettez en place au sein de Vinci. Vous êtes aussi un pragmatique dans la mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots votre démarche et est-ce que le digital ou le jumeau numérique apporte réellement une contribution ? Oui, alors je vais commencer par la fin sur est-ce que le numérique apporte une contribution fondamentale ? Oui, je ne sais pas faire le projet que je dirige sans le numérique. Donc pour moi, il n'y a aucune équivoque et je vais expliquer pourquoi. Au départ, moi, je mets toujours le marché, les clients au centre et on va repartir d'IKEA, de la cuisine IKEA, parce que je trouve que c'est un excellent exemple. Quand vous faites une cuisine IKEA, vous avez le choix entre 4 formats de caissons, ils font 30, 40, 60, 80 de large de mémoire, et en profondeur, vous avez 2 profondeurs. Et quand vous faites une cuisine entre 3 murs ou entre 2 murs, vous finissez avec des fileurs à droite, à gauche, et éventuellement un peu d'espace vide perdu, caché sous le plan de travail au fond de votre cuisine. Les volumes perdus qui sont derrière le fileur et derrière les caissons, dans 99,95% des cas, c'est un volume cette perte de volume n'est pas grave pour l'habitant. Maintenant, si vous reprenez cette même cuisine et que vous l'expandez, que vous passez à l'échelle 5 ou 10, vous allez arriver finalement à avoir à des volumes de logement sur une parcelle foncière où au lieu d'avoir des cloisons à droite et à gauche, finalement c'est la construction à droite et la construction à gauche. Et chaque volume de caisson de cuisine, c'est un logement dans un immeuble collectif. Si avec des produits, on va dire, standardisés, de type module 3D avec des formes prédéfinies, un peu comme des conteneurs maritimes,
vous tentez de faire l'urbanisation d'étages des logements, à la fin vous avez ces fameux vides autour, mais la valeur perdue pour le client promoteur de ces fameux vides tue l'intérêt d'avoir fait appel à des systèmes préconstruits, préfabriqués, quelle que soit leur vertu écologique. Donc le caisson Ikea, il suffit pas. Il suffit pas en termes de capacité numérique, il faut être capable de faire du caisson Ikea sur mesure, c'est-à-dire d'être capable, non pas de faire 30 cm ou 50 ou 60, mais d'être capable de faire toutes les cotes entre 30 et 60, d'être capable de faire toutes les cotes entre 37 cm et 60 cm de profondeur, et même d'être capable de faire des biais, et ça à l'échelle d'un logement. Et le tout avec des méthodes industrielles, puisqu'on cherche à s'appuyer sur des méthodes de type industrialisé. Bon, bah là, si vous n'avez pas une chaîne numérique capable de passer du plan architecte qui a dessiné ces fameux caissons, ces fameux traits, jusqu'à un centre d'usinage numérique qui va permettre d'éviter d'avoir à tracer cette diversité infinie, si vous n'avez pas une continuité numérique, vous êtes mort, vous n'y arrivez pas. D'où pourquoi sur ce projet que je dirige, nous sommes nativement digital. Alors nativement digital, ça ne veut pas dire qu'on va tout créer, parce que l'immense chance, l'opportunité du moment, c'est que tous les outils numériques, toutes les briques nécessaires, elles existent sur étagère et à des coûts que je vais considérer ou que je vais appeler comme raisonnables. La première brique, c'est le BIM. Donc, alors beaucoup Revit, Archicad en termes de BIM, parce que c'est l'outil qu'utilise l'architecte, parce que c'est l'outil qu'utilisent les bureaux d'études. Voilà, c'est l'outil de la construction traditionnelle avec laquelle il faut qu'on s'intègre. Mais le BIM, il ne fait pas tout, il ne sait pas traiter des contraintes industrielles, d'usinage, de tolérancement, pour ne parler que de cela. Il ne sait pas faire bien l'historisation des modifications non plus. Donc, il faut basculer dans le monde de l'IT industriel. Et donc là, on va faire appel à de la CAO industrielle, méca, type SolidWorks ou CATIA, pour ne citer que, qui vont permettre de faire la partie dessin jusqu'à l'usinage en prenant en compte des contraintes d'usinage. Mais ça ne suffit pas, la CAO ne sait pas faire l'historisation du produit, des composants que vous utilisez. Pour ça, vous avez besoin d'une autre brique qui s'appelle un PLM. De nouveau, il y a tout ça aussi qui existe chez Dassault. Mais une fois que vous avez fait ça, il y a un point que vous n'avez pas réussi à faire, ou que vous n'avez pas encore produit, qui est la notice de montage IKEA de votre produit paramétrique à l'infini. Pour ça, vous avez besoin d'une brique en plus, qui s'appelle un MRP. Et je dirais il manque une brique pour orchestrer tout ça. Et l'orchestrateur dans une entreprise, on va dire moderne et industrielle, ça s'appelle un ERP, ce qui va permettre de gérer les commandes, les flux physiques et financiers des commandes, mais également tout type de flux, que ce soit des commandes ça peut être des flux de transport, ça peut être des flux de carbone, des flux de déchets, enfin tout type de flux. Je dirais pour conclure sur ces briques-là, on part quelque part d'une capacité infinie en termes de typologie de dessin pour faire du logement collectif, parce que c'est le besoin du marché. On passe par une chaîne informatique qui nécessite, on va dire, des moyens de calcul relativement importants. Et à la fin, il faut être hyper frugal, parce que comme je le dis souvent, sur le chantier, la 5G, c'est une plaisanterie, la 4G, parfois, la 3G, souvent, la 2G, ça arrive, et la pas de connexion du tout, ça arrive encore très souvent sur les chantiers. Donc il faut que la solution qu'on va embarquer sur le chantier pour faire l'assemblage du kit, entre guillemets, Ikea, il faut qu'il soit capable de fonctionner avec pas ou très peu de connexion. Donc si je comprends bien, vous avez réussi quand même à avoir cette continuité digitale de la conception jusqu'au chantier grâce à divers outils finalement qui sont aussi interconnectés entre eux. Ce qui est intéressant parce que on va passer à Patrick. Patrick est directeur technique chez Baudet. D'abord Patrick, je vous laisse d'abord vous présenter et ensuite on passera à la suite. Donc, bonjour, nous on est un fabricant de briques. Bon, une brique un peu particulière, c'est la salle de bain. Comme vous voyez sur la diapo, là, notre site est basé en Vendée. Nous sommes fabricants de salles de bain préfabriquées depuis 92. Donc on a une expérience importante. Donc nous travaillons sur 3 domaines d'activité. La santé, donc pour exemple actuellement on est en plein sur l'hôpital de Nantes, 1000 salles de bain, un des plus gros chantiers en Europe actuellement. L'hôtellerie, donc c'est historique, avec le groupe Accor.
et énormément dans le logement, plutôt le logement géré pour l'instant. On a produit presque 180 000 salles de bain, 6 000 salles de bain par an, sur un site de 16 000 m², 110 salariés et actuellement, avec les intérimaires, 150 personnes à peu près. Au niveau de la salle de bain, on a deux systèmes constructifs. Un système constructif orienté polyester, ça c'est l'historique, c'est les premières salles de bain qui ont été construites en préfa, c'était du polyester. Parce que tout à l'origine, on vient du bateau. Les salles de bain dans les bateaux, elles sont en polyester. Et le terrestre marchait mieux que le maritime, donc entre autres les chantiers de l'Atlantique. Et on s'est développé sur le terrestre. Il y a une problématique par rapport au polyester, c'est que c'est du pétrole à la base. Donc on a développé un nouveau système constructif qui devient très important aujourd'hui. C'est une salle de bain qui est réalisée en métal et qui nous permet d'avoir des finitions très très proches du traditionnel. Je ne vais pas vous donner tous les avantages du hors-site, mais bon, une salle de bain fabriquée en usine, on maîtrise mieux la production et on livre une salle de bain prête à raccorder sur le chantier en deux modes, soit en mode en avancement, donc sur un chantier neuf. On sait également faire de la réno pour rénover des sites. On fait énormément de sites sur des chambres d'étudiants qui ont été faits il y a une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années. On arrive à incorporer nos modules. Voilà pour la présentation. Donc vous avez parlé d'une brique particulière qui est la salle de bain. Okay. Oui. C'est le bouton vert. Le vert. Oui. Voilà ce que c'est une salle de bain préfa. Donc à droite, des salles de bain polyester. Et à gauche, des salles de bain qu'on appelle mixtes chez nous, qui sont réalisées sur des parois tôle que l'on peut habiller de différents matériaux. Donc à gauche, une salle de bain, en bas à gauche, une salle de bain du groupe Marriott, fabriquée en Allemagne. Et à droite, une salle de bain polyester traditionnelle pour les logements étudiants. Et voilà, donc les avantages, gain de temps, meilleure efficacité, réduction des coûts. Au global, qualité, chantier plus propre et la sécurité. Donc une série de salles de bain en bas. Voilà. Et cette brique particulière qui est celle de la salle de bain, elle s'imbrique automatiquement dans la conception au niveau architectural, mais aussi elle prend en compte toutes les contraintes chantier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment finalement le digital a joué un rôle important dans la création de ce concept? Déjà le digital en amont sur la conception de la salle de bain. C'est très important parce que tout est conçu via SolidWorks depuis plus de 20 ans. Donc on a généré une expérience de la conception des salles de bain, pas que du standard, mais également beaucoup de spécifiques, ce qui est le cas par exemple sur ce que je vais vous montrer là. C'est un projet qui a été construit pour toutes les casernes en France, sur un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Unique. Et on a pu travailler avec Bouygues, Dassault en collaboration pour toute la partie interface. Alors là, on voit notre jumeau numérique implanté dans le jumeau numérique du bâtiment, avec toute la partie réseau. Et tout ce travail d'amont, de plug de la salle de bain sur la gaine technique, parce que la gaine technique est aussi préfa. Donc tous ces éléments arrivent préfabriqués et arrivent dans le bâtiment et raccordés directement. On voit en bas à droite, on voit les différents réseaux. Tout ça, ça a été pensé en amont entre Bouygues, Préfatec et Baudet. Quand on arrive sur le chantier, on se pose beaucoup moins de questions. Le raccordement, il est clair et répétable. Effectivement, et tout le matériel est déjà acheté en amont, oui. Donc il n'y a pas de risque d'erreur. Et j'imagine que le SAV... Beaucoup moins de risque d'erreur. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais beaucoup moins de risque d'erreur. Moins de risque d'erreur. Et c'est intéressant de voir en fait la vision que vous avez, Christophe et Patrick, par rapport au retour de Damien. Et justement, si je devais me tourner vers vous, un conseil, c'est finalement comment embarquer les architectes dans cette démarche-là, sachant que les architectes sont au début du process, hein, tout commence par eux. Comment avez-vous fait dans vos différentes démarches, différents projets, pour embarquer la partie conception architecturale?
Et le point clé pour moi, c'est d'être à la genèse des projets. C'est vraiment un des points clés. C'est quand on est à la genèse des projets, il y a une démarche, il y a une collaboration mutuelle qui permet de comprendre les problématiques des uns et des autres pour arriver à notre résultat commun, c'est la satisfaction du client. Donc, une fois, on travaille sur des outils qui sont très très proches, même si les uns peuvent travailler sur Revit et que nous on travaille sur SolidWorks, on va communiquer et donc on a des formats d'échange. Alors bon, les intérêts ne sont pas les mêmes, les plannings ne sont pas les mêmes, parce que la problématique que l'on peut avoir nous, c'est qu'on se retrouve avec une brique en gros, de seconde œuvre, et cette brique de seconde œuvre, elle a comme caractéristique d'avoir des choix de seconde œuvre. Et quand les entreprises générales, les architectes sont en phase gros œuvre, décider sur du second œuvre, c'est pas facile, c'est pas le phasage habituel. Donc une fois qu'on a compris l'importance pour les uns et pour les autres, on voit, voilà, il faut décider ça à ce moment-là pour que la salle de bain arrive au premier étage. Et au premier étage, quand on fait une tour de 17 étages, on n'est pas dans le second œuvre. Voilà, donc il faut aller dès la genèse. Ouais, pour compléter les propos de Patrick, donc oui, je confirme effectivement, il faut que les contraintes liées au process, liées au mode constructif soient annoncées dès le début, soient présentes dès le début. Donc on est plutôt sur des projets, on va dire, en conception, en réalisation ou en accompagnement de promotion privée. Mais voilà, on va se dire, ah zut, c'est des contraintes. Ouais, mais l'architecte, son métier de tous les jours, c'est de jouer avec les contraintes. Donc ce qu'il faut lui expliquer rapidement, c'est non seulement les quelques contraintes que le système ou le principe ou le procédé constructif peut amener, mais surtout quel est le degré de liberté que ça ouvre, voir quel est le degré de liberté que ça permet potentiellement à un coût qui jusque-là n'était pas abordable sur ce type de projet. Donc nous, on essaie justement d'apporter un très haut degré de liberté pour positionner tout un tas d'ouvrages. Je dirais le deuxième conseil, c'est de simplifier la vie, c'est de penser à simplifier la vie au passage de nos partenaires, que ce soit l'architecte ou le promoteur. Thomas, on parlera peut-être un peu derrière sur le service qu'il apporte, mais comment au travers du digital et quelque part de l'outil qu'on amène, on va être capable d'apporter des réponses qui d'habitude arrivent très tard dans la chaîne de production traditionnelle et qui demandent de faire du re-engineering. On va parler par exemple de dimensions de gain technique, de vérification de cotes liées par exemple à des qualifications, à des normes environnementales ou à des certifications de type CERCAL. Donc ça, on va l'amener très très tôt. Donc on amène du service qui permet tout de suite de dessiner du premier coup et donc de faire gagner du temps. Et en gagnant ce temps-là, ça rend le temps d'acquisition de notre système constructif supportable pour notre partenaire qui est l'architecte, qui lui n'est pas payé spécifiquement en plus pour apprendre à jouer avec notre produit, qui est potentiellement un produit avec lequel il va jouer une fois, et peut-être la prochaine fois sera dans plusieurs années, du fait du cycle naturel de l'immobilier. Et je conclurai en disant qu'il ne faut surtout pas lui en demander plus que ce pourquoi il est payé d'habitude par le promoteur. Si on a besoin d'avoir des informations numériques en plus, c'est à nous de les prendre en charge et non pas à lui de le faire pour notre compte. Damien, vous avez peut-être une remarque? Oui, je suis globalement d'accord. On peut, par exemple, utiliser le système des salles de bain, mais il faut qu'il y ait une grande répétitivité quand même. On le fait à une échelle d'un certain nombre de logements, des logements qui plombent et un ou deux types de salles de bain qui vont se répéter à grande échelle. Et là, on va gagner beaucoup de temps et certainement même de l'argent. Donc on en revient au bilan carbone forcément. Et j'ai envie de dire que depuis ces dernières années, tous les industriels ont bien compris leurs intérêts, on le voyait tout à l'heure dans mon exemple avec le petit luminaire. On l'a en 3D, on a même la lumière, on peut tout simuler avant de poser. Donc l'idée c'est de l'aide à la prise de décision, ces outils tout simplement, et l'objectif c'est de passer peut-être plus de temps en études pour nous, c'est sûr, mais de gagner du temps en chantier, et pour les entreprises derrière, c'est une fiabilité, alors qu'à l'époque ça n'était pas le cas du tout. Donc les industriels, ils ont commencé à modéliser, à liaisonner leurs fiches techniques, parce que les jumeaux numériques dont on parle, c'est exactement ça. La maison, tout à l'heure, on a un jumeau parfait, on clique sur l'objet, on n'a pas encore le lien instantané vers le site internet et où je vais changer l'ampoule, mais presque quoi.
Et c'est ça le plaisir aussi, le plaisir jusqu'au bout de clients fiers avec leur téléphone qui montrent leur truc, qui se baladent dedans. C'est génial, quoi. Et vous, Thomas, donc du coup, vous êtes le lion entre tout cet écosystème. Je vous laisse d'abord vous présenter. Tout à fait, donc bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, nous on arrive, le BIM il arrive après les échanges entre les architectes et les constructeurs, donc on passe en dernier, plusieurs centaines d'années de relations, donc on arrive, il faut s'adapter, il faut comprendre quels sont les enjeux. Donc moi je suis fondateur de la société Trigram. On a eu la chance de faire nos armes numériques sur la fondation Louis Vuitton et la fondation Luma à Arles. Donc c'était des projets qui étaient à la fois numériques et industriels. Alors, je ne sais pas quel était le premier, s'il devait être numérique, donc industriel, ou l'inverse. Je ne sais pas comment c'est venu. Et on s'est fixé un nouvel objectif, parce que c'est après 15 ans sur ces projets, et malheureusement les projets se terminent un jour, même si les clients ne le croyaient plus. Eh bien, on s'est fixé un nouvel objectif, c'est de démocratiser les méthodes numériques que nous avons développées sur ces deux grands projets et d'industrialiser ou de permettre l'industrialisation des logements. Voilà. Donc on a une expérience, on a des outils numériques, on est compatible avec Dassault Systèmes, avec Katia qu'on adore. On est compatible avec le BIM. Mais on a ce nouveau défi qu'on s'est fixé depuis 3 ans, c'est d'industrialiser ou permettre l'industrialisation de la construction de logements. Donc si je comprends bien, vous avez travaillé depuis de longue date sur la simplification des échanges entre les différents acteurs. Je sais que vous avez aussi notamment travaillé beaucoup sur la partie promotion immobilière. Donc Thomas, en tant que fournisseur justement de solutions logicielles, quels problèmes avez-vous cherché à résoudre et comment votre solution logicielle contribue-t-elle à simplifier ou à aider à ce passage-là justement vers le numérique ? Tout à fait, donc on était plutôt au bureau d'études, chantier, et puis là on s'est un peu lancé dans la grande aventure du logiciel. Pour tous ceux qui feront un jour le pas ou qui l'ont déjà fait, c'est une sacrée aventure, hein. Petit témoignage. Donc d'abord, en fait, quand on fait un logiciel, il faut d'abord répondre à une demande très précise de clients et d'une épine dans le pied. Donc, autrement, jamais ils nous écouteront. Donc la première épine dans le pied qu'on a résolue, c'est pour les promoteurs, c'est faire les tableaux de surface, parce que le promoteur n'a jamais le tableau de surface en même temps que les plans. Il l'a après le permis de construire. Alors peut-être qu'à ma droite, l'architecte va dire mais jamais. En tout cas, c'est ce que les promoteurs m'ont rapporté. Ensuite, c'est le calcul carbone. Donc ça, c'est une nouvelle contrainte. Et donc nous, comment est-ce qu'on fait tout ça? En fait, la slide là, que je réalise qui est un peu compliquée, mais en tout cas, lisez-la sur 3 strates. Le premier, c'est le dessin projeté, parce qu'il y a un énorme réseau de dessinateurs projeteurs et il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs qui se sont intéressés à ce qu'est le dessin. Donc nous, on s'y est beaucoup intéressés. Et ensuite, au-dessus, vous avez les opérationnels, donc conception, construction. Et nous, on place le BIM vraiment au milieu des 2 strates, le dessin projeté, avec toute une expérience, avec un savoir-faire énorme des dessinateurs, et les opérationnels. Donc on coince le BIM entre ces 2 métiers et on ne met pas le BIM dans un énorme cahier des charges que personne ne lira. Donc je ne me rappelle plus trop de la question, mais... Comment votre solution contribue-t-elle justement à simplifier le passage vers le numérique et oui. Quelles problématiques réelles avez-vous cherché à résoudre justement? Vous avez répondu une partie de la question. Une partie. Donc on résout d'abord pour les promoteurs le calcul de surface, comme vous voyez à droite, à gauche plutôt, à la conception, et le simulation carbone pour ne pas attendre le DCE et arriver trop tard en se disant voilà, je suis sur une nomenclature hyper précise, j'ai tous mes systèmes constructifs définis. Voilà, donc on remonte en amont dans la chaîne. Et ensuite, comment est-ce qu'on passe le bébé à l'industrialisation? Eh ben, je ne sais plus. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais le résoudre, mais on résout encore une nouvelle problématique
des constructeurs, c'est qu'en fait, ils arrivent avec une hétérogénéité des données. D'un projet à l'autre, les architectes, les dessinateurs projeteurs ne s'organisent jamais de la même chose, de la même façon. Donc, d'un projet à l'autre, il faut réinventer ces méthodes de travail. Donc, nous, on homogénise cette donnée et on le propose pour les constructeurs, notamment pour initialiser les jumeaux numériques beaucoup plus vite et faire son propre jumeau. Donc, on fait une passerelle beaucoup plus rapide d'appropriation de la donnée par les constructeurs qui arrivent, bien sûr, après les conceptions. Donc votre maître mot, c'est simplification. Je dirais pas simplification, mais en tout cas, oui, de permettre un système qui permet de générer ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est que on ne peut pas standardiser. Donc peut-être que dans simplification, j'ai compris standardisation, mais en tout cas, on ne peut pas, parce que chaque projet est vraiment unique. Mais en tout cas, on va en sortir l'essence même, qui est l'intention architecturale, qui aujourd'hui dans les logiciels BIM, pour faire court, notre constat, c'est qu'en fait, un logiciel comme Revit, un logiciel comme Archicad, quand l'architecte dessine, le logiciel, il construit aussi. Parce qu'il extrude, il fait des volumes 3D, et donc ça, il construit un peu à la place des constructeurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève cette constructibilité, on garde plus que le dessin, et les constructeurs peuvent reconstruire derrière. Je suis un peu le Sandrine Rousseau de la construction. Je ne déconstruis pas l'homme, je déconstruis les modèles numériques. Excellent, ça je vais retenir. Et question générale, du coup, à vous quatre, c'est des questions qui reviennent souvent sur la table. En termes d'investissement, finalement, combien ça coûte en termes d'investissement de se lancer dans ces démarches-là, de répondre à ces enjeux? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement derrière? Quand on parle de retour sur investissement, on parle aussi de finalement quels sont les gains que vous estimez avoir eus et quels sont les freins que vous avez identifiés au passage justement de cette transformation qui est drastique au sein des entreprises. Je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Je continue, je suis lancé, non? Pour une fois, je vais passer en premier, je ne vais pas passer après des 200 ans d'architecture et de construction, plus. Donc moi, il y a quelque chose qui me marque, et en fait que j'ai compris il y a peu de temps, c'est que je me dis, il ne faut pas que ça coûte cher ni à l'architecte. En fait, il faut vraiment se baser déjà sur le coût. Alors, tous mes clients vont m'appeler demain matin en me disant, dis donc, tu ne veux pas baisser tes honoraires? Mais c'est pas grave, je prends le risque. En tout cas, pour moi, quand on commence à rajouter, c'est ce qu'a dit Christophe aussi tout à l'heure, c'est que quand il préconise un système constructif, c'est pas à l'architecte d'intégrer ces contraintes-là. C'est à lui d'accompagner et de le faire derrière. Donc nous, on part aussi de ce constat-là, c'est que quand on fait travailler l'architecte, il faut vraiment que son modèle serve à sortir des plans. Et c'est bien suffisant. Et donc, dès qu'il faut rajouter des P7 de données, alors j'emploie un petit terme technique, mais en tout cas, c'est de la métadonnée pour le maître d'ouvrage qui dit oui, mais pour mon exploitation, moi je trouve pas ça nécessaire et c'est vraiment dans la continuité numérique. Donc ensuite, il y a le deuxième sujet, c'est les industriels. Mais eux, les industriels, leur but c'est de répéter. Donc là, c'est plus pareil. Ils peuvent investir dans une salle de bain, ils peuvent investir dans un système constructif qui va s'adapter à la morphologie. Et donc là, il s'agit vraiment d'un investissement, mais parce que derrière, ils vont le répéter de nombreuses fois. Voilà, donc nous, on souhaite, parce que ce n'est pas encore arrivé, c'est pour ça que l'industrialisation n'est pas encore là, mais en tout cas, on souhaiterait d'avoir des données homogènes de plein d'architectes, ce qu'on arrive à faire avec nos promoteurs, et ensuite, qu'il y ait beaucoup de systèmes constructifs qu'on puisse propager dans ces modèles et trouver le meilleur système constructif pour la forme du bâtiment. Voilà. Comme tu l'as dit, nous, c'est la répétabilité qui nous intéresse, mais la répétabilité qui ne se voit pas. Il faut, il y a une dizaine d'années, on concevait des salles de bain, on va dire comme un modèle, une entité. Et nos produits sont sur avis techniques. Nos avis techniques correspondaient à un modèle précis et on ne pouvait rien faire autour. Du moins, il fallait prendre le modèle et basta. Aujourd'hui, on a travaillé nos produits sur des bases de systèmes constructifs. Ces systèmes constructifs, ils ont un panel de possibilités, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est être capable de s'adapter.
Et aujourd'hui, on le voit bien, chaque projet est différent, chaque projet unique, c'est un peu un jeu de mots, mais ça correspond à ce qui est donc possible pour nous, industriels. C'est qu'au départ, on investit du temps, parce qu'on investit du temps sur le système constructif, sur sa fiabilité. Mais après, ce système constructif, il est répétable. Il est répétable pour la salle de bain X, la salle de bain Y. On sait s'adapter. Les gains sont sur le temps. Voilà. C'est de l'argent, comme je disais tout à l'heure. Ouais, je fais un peu de provocation. Quand on a commencé d'échanger avec Dassault Systèmes, je leur ai envoyé un article d'une interview du patron, du correspondant du CNES en Inde, qui était interviewé par l'usine Nouvelle et à qui le journaliste lui posait la question pourquoi, d'après vous, les Indiens réussissent à faire des sondes aussi peu chères? Et donc le gars du CNES répondait, enfin redonnait un ordre de grandeur, c'est donc on va dire en Europe, on a du mal à envoyer une sonde sur la Lune pour moins de 500 millions de dollars. Les Américains, c'est plutôt 1 milliard. Et les Indiens, ils y arrivent pour 70 millions. Et ce n'est pas lié du coût horaire. C'est lié à la manière d'appréhender les choses, d'essayer de simplifier des problèmes complexes. Alors moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui adore un terme qui est la simplexification, qui reprend un peu les deux choses. Et effectivement, la variabilité, la variété infinie des bâtiments qu'on est capable de construire, concevoir, qu'on a besoin et qu'on souhaite continuer de concevoir et de fabriquer, en tout cas en France ou dans nos marchés proches, fait que c'est complexe et il faut le rendre simple. Est-ce que pour autant ça coûte très cher? Non, si vous mettez entre guillemets le jus de cervelle en amont avant d'avoir commencé à fabriquer, oui, on va investir, c'est de l'investissement au départ, mais une fois qu'on a imaginé un système et qu'on est capable de le déployer et de le dupliquer, le retour sur investissement, enfin, il y a pas photo. Et comme je le disais par rapport au produit que je dirige, s'il n'y a pas de chaîne numérique continue, si je ne suis pas capable de digitaliser, donc d'écrire des enchaînements finalement de chaînes numériques, mais qui sont des enchaînements de chaînes physiques, en fait, dans la vraie vie, on n'est pas capable de sortir au prix. Donc le gain, c'est aussi la capacité à aller sur le marché. Et donc, est-ce que ça coûte cher? Moi, je suis tenté de dire non, ça coûte pas cher. Si ça vous coûte cher, c'est que vous êtes mal organisé et qu'en tant que quelque part de maître d'ouvrage d'une solution informatique, vous ne savez pas ce que vous voulez et vous ne savez pas où vous voulez aller. Bon, nous, de notre côté, on a peut-être un point de vue un peu différent, mais si je repars il y a 15 ans, quand on s'est lancé dans le BIM, justement, j'ai un instant T de l'agence, par exemple. Et je conclurai par là à la fin, mais nous, notre objectif, c'est de répondre aux exigences de nos clients. Depuis toujours, enfin, je pense, le budget, c'est la référence. C'est très rare qu'on vienne nous voir en disant c'est open bar sur le budget. Donc nous, notre objectif, c'est de leur faire gagner de l'argent. Les outils numériques, je vous le montrais tout à l'heure, l'objectif, c'est de gagner du temps, de fiabiliser les chantiers et de consolider nos études pour que les entrepreneurs puissent répéter potentiellement sur des projets où on peut répéter, mais aussi faire de la dentelle, parce que nous, chaque projet est unique. On ne fait pas du copier-coller, ça n'existe pas. Chacun veut son projet qui lui appartient et qui le représente. Donc oui, les outils coûtent quand même cher, par contre. Quand on a mis le BIM en place, c'est des licences, c'est des ordinateurs beaucoup plus puissants, c'est des serveurs avec des grosses tailles, parce que les fichiers font plus 2 mégas de AutoCAD, c'est des fichiers qui font parfois 100, 900 mégas. Ensuite, faut apprendre aux gens à travailler, et puis faut que ce soit passionnant. Donc former des gens, ça coûte, mais ça fiabilise aussi. Après, c'est une logique d'entreprise, on pourrait rentrer dans le RSE, parce que c'est dans cette philosophie, et de bien-être en entreprise, parce que c'est, je crois, Bill Gates qui disait à son bras droit, son bras droit lui disait, ça coûte cher de former. Et il disait, Bill Gates avait répondu, Steve Jobs, pardon, il avait répondu, mais ça nous coûterait encore plus cher de ne pas les former. Et c'est sur cette philosophie-là que moi j'ai développé l'agence, et aujourd'hui on a investi et on a aussi gagné, parce que c'est des clients heureux qui reviennent, qui disent qu'on a fait du bon boulot, qu'on maîtrise les coûts, qu'on est capable d'aller vite aussi parfois, mais on ne peut pas tout faire en même temps, aller vite, être pas cher et l'argent. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire.
il y a ces 3 piliers et du coup je dirais que oui il y a un investissement mais il y a toujours le retour sur investissement et il y a 15 ans on était 30, aujourd'hui on est 70, on rayonne à l'échelle de la France et je pense que les entreprises qui travaillent avec nous elles sont aussi contentes parce qu'elles fiabilisent leur chantier alors rien n'est parfait mais on a limité le spectre du risque en une pyramide qui s'est inversée en fait. À l'époque on faisait des études et le risque augmentait. Et maintenant, on part d'un risque large et puis au moment du chantier, on essaie de le faire le plus petit possible. Merci pour ces retours. Christophe, je reviens vers vous. Donc, quand on parle justement d'industrie, d'hors site, on parle souvent de logistique, d'optimisation de la matière première, d'une meilleure gestion des coûts, d'un suivi plus précis du cycle de vie d'un produit. Finalement, quelle stratégie au sein de Vinci avez-vous adoptée pour répondre à ces différents défis ? Alors, je vais parler de stratégie, on va dire, sur des métiers ou sur des produits qui me sont proches, à savoir sur la partie habitat. Je retiendrai 2 mots, 2 termes qui ont été cités à plusieurs reprises dans ces conférences depuis 2 jours, la productisation et le kitting. Donc la productisation et le kitting reposent avant tout sur la décomposition de l'ouvrage à réaliser, donc la connaissance fine, pas seulement de son propre lot, éventuellement au départ, mais également d'autres corps de métier. Alors si je prends par exemple le métier de la réhabilitation en site occupé, qui est un des métiers phares chez Vinci Construction, dedans il y a des filiales qui font en production propre la façade, la menuiserie, la plomberie, etc. Donc vous allez décomposer ces ouvrages et préparer comme nos entreprises sous-traitants, comme nos partenaires sous-traitants de corps d'État, du kitting de pièces détachées. Donc pour faire ça, vous allez vous appuyer un peu comme chez Baudet sur la salle de bain, sur une nomenclature de pièces. Donc là, de nouveau, si vous n'avez pas le digital derrière qui vous aide, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Donc vous allez chercher des briques digitales qui sont capables de vous faire ça proprement. Généralement, ça s'appelle un PLM. C'est ce qui sait le mieux le faire. Et la productisation, ça va avec, et ça amène, je dirais comme le kitting, ça met les yeux sur des quantités d'objets, de composants qu'on met en œuvre, où ça permet de porter le regard sur des points qu'on n'aurait pas vus, parce que d'habitude on sous-traite et on achète un prix au mètre carré, au mètre linéaire d'objets, et je vais prendre un point sur lequel on a échangé tout à l'heure entre nous, sur le carrelage. Bon, le marché veut de la faïence sur des tours de douche ou tours de baignoire. Si vous regardez le taux de chute de carrelage ou de faïence pour faïencer un tour de douche ou un tour de baignoire en fonction de la surface, de la taille ou de la longueur des carreaux, ça peut varier de 10-12% à 35%. Et potentiellement, la marge, c'est 1 cm. C'est-à-dire qu'avec un format, par exemple, de 29 cm, vous allez monter à 35% de chute, à 30 cm, vous redescendez à 12, puis vous augmentez, etc., etc. Si vous n'allez pas dans le détail, dans ce niveau de détail-là, vous ne touchez pas du doigt, là où vous pouvez faire des gains extraordinaires en termes, on va dire, de coût carbone, parce que jeter, c'est du carbone qu'on jette à la poubelle. De coût tout court, parce que traiter de la chute, vous l'achetez, vous la traitez, vous la stockez, vous la transportez pour la mettre en œuvre, vous la stockez là où vous la mettez en œuvre pour l'emmener à la poubelle, vous l'emmenez à la poubelle et vous payez le coût du traitement du déchet. C'est un gâchis épouvantable. Donc voilà, ces démarches de productisation et de kitting qu'on met en œuvre, alors moi je mets en œuvre, on va dire, à l'échelle tout corps d'État sur le projet que je dirige, mais qu'on met déjà en œuvre sur un certain nombre de nos projets, c'est vraiment quelque part les premiers fondamentaux que je vais presque dire faciles à mettre en œuvre, provenant de process industriels et applicables dans un monde de bâtiments, même en construction traditionnelle. Excellent, Patrick. Alors on vient de Pour la partie logistique, c'est pareil, nous sommes obligés de nous adapter au bâtiment et au phasage du bâtiment. Donc c'est quelque chose de très précis. On travaille sur l'avancement, forcément. Donc un chantier parfois peut s'étaler, on va dire, de 6 mois à 2 ans. Donc la partie logistique est une partie donc prépondérante. L'intérêt qu'on peut avoir, bien entendu, au niveau des salles de bain, c'est que je vois sur des chantiers de logement étudiant, sur une semi, on met 20 salles de bain, quoi. Donc il y a un rapport d'échelle par rapport
entre autres à la consommation de gasoil, que X déplacements d'artisans donc sur un chantier, le plaquiste, le carreleur, le plombier, l'électricien, en faisant 20 salles de bain dans un seul semi-remorque, on a des économies d'échelle qui sont non négligeables. Voilà, bon, je ne rentre pas plus dans le détail que ça, mais ça permet de donner une idée de l'approche hors site, préfa, et de ses intérêts. On veut dire les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais, le bilan carbone, il est évident. 20 salles de bain sur une semi, l'intérêt il est évident. Exactement. Et vous, Damien, en tant qu'architecte, comme vous voyez, il y a énormément de modes constructifs qui sont émergents, surtout en ce moment. Comment finalement faites-vous pour identifier ces nouveaux modes constructifs et comment faites-vous pour faciliter leur intégration au sein de vos équipes et au sein des différents projets que vous allez gérer? Et dernière question, comme ça vous avez tout le truc. On parle souvent de cette association industrialisation et décarbonation. Quel est votre avis en tant qu'architecte justement là-dessus? Alors au sein des équipes, on forme les gens. On les forme à ces nouveaux outils numériques, mais aussi aux nouveaux modes constructifs. On vient dans des conférences aussi comme ça pour s'informer. On regarde ce que les autres font dans d'autres pays. Et puis on le propose à nos clients. Alors au début c'était compliqué parce que c'est nouveau. Par exemple la maison en ossature-bois, à l'époque ça coûtait 20-30% plus cher. Et puis sur celle-là on a réussi par nos chiffrages à démontrer que le gain de 4-5 mois de chantier, quand je disais c'est la maison pure, hein, sans les extérieurs, ça leur fait aussi gagner de l'argent dans le sens où ils vont avoir quelque chose de plus confortable. Là, c'est 40 cm dans les murs, 50 dans la toiture, 50 dans le sol, plutôt que 20 seulement si on était en construction traditionnelle, et que ça va leur coûter le même prix. Donc finalement, c'est la démonstration par la force, c'est-à-dire on propose aux gens, on dit voilà, on l'a déjà fait, on sait que c'est fiable, essayons ensemble. Et on était aussi dans une technique de sur-mesure pour le coup, mais préfabriquée. Donc les murs arrivaient, boum, on pose le mur et on les lie ensemble, on les lie au sol, terminé. Donc finalement, c'est plus les personnes le feront, plus ça se répandra, plus les prix auront tendance à avoir une certaine stabilité et puis à se répandre. Donc c'est comme dans la technique de l'agence de développement, c'est une spirale vertueuse. On essaie de mettre les briques aux bons endroits et puis tout le monde a de l'enthousiasme à développer ça. Clients, architectes, ingénieurs et industriels du coup, et en entreprise. Et est-ce que vous pensez vraiment que industrialisation est égale décarbonation? Pas dans tous les cas. Il ne faut pas se mentir, il y a des domaines, sur la conférence d'avant, on parlait de Tesla qui est très vertueux, et puis en même temps, pour être vertueux, il faut innover, il faut développer, il faut dépenser de l'argent, de l'énergie, et puis il faut espérer que là, à leur échelle mondiale qu'ils ont développé, c'est exceptionnel, c'est waouh. Et c'est pareil, on pourrait comparer ça pour qu'on vende aujourd'hui des 208 ou autres voitures accessibles à tout le monde qui consomment 3 litres. On a aussi besoin de personnes qui roulent avec des voitures de course, parce que c'est ces ingénieurs qui développent des moteurs très performants, par exemple, qui ont permis de développer des moteurs très économiques. On n'aurait jamais réussi à les faire. Donc l'un et l'autre vont de pair. On peut espérer que l'industrie qui consomme le plus de carbone, il y en aura à plus petite échelle dans le temps, et puis la vertueuse, elle va se développer. C'est ce qui se fait depuis 10 ans, je pense. Donc du coup, Thomas, on a beaucoup entendu parler justement de décarbonation, de logistique, mais on a aussi beaucoup parlé de formation et de capacité justement à prendre en main des outils. Donc vous, en tant que fournisseur justement de solutions, quel type de formation doit-on avoir pour justement maîtriser des solutions telles que la vôtre? Est-ce qu'il faut un background particulier? Est-ce que c'est facile à déployer en entreprise? Et surtout, comment vous avez senti justement, on va dire, l'adaptabilité des outils au sein des entreprises partenaires que vous avez eues? Eh bien, en fait, maintenant, je trouve qu'on a une communauté de BIM managers qui est vraiment importante, qui a été initiée par les maîtres d'ouvrage,
que des slogans, on exploitera mieux et tout. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, il y a une grande communauté de BIM managers. Donc nous, en fait, ce sont nos premiers clients, nos premiers utilisateurs de notre outil premier. Donc c'est des jeunes qui sont motivés et qui, après, ils arrivent, en fait, en plus, quand ils sont en équipe, ils arrivent à répondre, bon, après, c'est occasionnel, de répondre à des petites demandes à droite à gauche. Et donc nous, on s'appuie d'abord sur ce premier vivier. Ensuite, on a des équipes beaucoup plus intégrées où on va avoir un directeur technique qui est éclairé et qui arrive justement à marier à la fois le numérique et le métier. Donc on échange beaucoup avec Christophe et lui, il arrive à jongler de l'un à l'autre d'une façon très agile. Donc ces personnes-là, ils arrivent vraiment à intégrer le numérique et à donner vraiment un sens au numérique. Et pas une équipe BIM qui est un peu sur le côté, et puis ils font, mais pour répondre au cahier des charges du maître d'ouvrage, et puis c'est chouette, quoi. Donc voilà, donc notre solution numérique, elle est assez progressive pour juste des outils BIM pour des BIM managers. Donc entre guillemets, ils se font un peu plaisir, c'est tech et c'est geek. Et ensuite, c'est un outil qui a une profondeur et avec qui on emmène nos BIM managers, nos équipes, à aller un peu plus loin et à s'adresser de plus en plus au métier. Donc d'abord à lire des plans de dessinateurs projeteurs ou des modèles de dessinateurs projeteurs et ensuite pousser jusqu'à la 3D expérience. Et du coup, une question à vous trois, donc Christophe, Patrick et Damien. Comment s'est fait finalement l'adoption de ces nouveaux outils au sein de vos équipes? Je vous laisse répondre. Nous, sans aucune difficulté, on pratique ça depuis 20 ans, donc ils sont déjà piqués. Donc je ne peux pas dire autre chose. Ils ont été biberonnés à ça. Je suis le seul à avoir pratiqué la planche à dessin, donc vu mon âge. Mais bon, c'est leur outil. C'est leur outil. Voilà. Pas de problème. Je dirais tout dépend un peu du but qu'on cherche ou de l'objectif qu'on vise quand par exemple on fait de l'innovation ou de la nouveauté. Je dirais effectivement, il y a quelque part deux types finalement de personnes à convaincre. Il y a ses propres équipes, mais généralement quand vous faites de l'innovation, les équipes qui bossent, les équipiers qui sont avec vous, ils savent pourquoi ils font de l'innovation, pourquoi ils travaillent sur un projet, donc généralement ils sont convaincus d'office. Mais donc potentiellement, la brique que vous amenez qui est différente, le service que vous amenez, la manière de voir qui est différente, elle peut venir perturber une autre partie de l'écosystème. Et donc c'est là qu'on rentre dans le volet que j'adore, qui est hyper passionnant, de la conduite du changement, qui pour moi ne peut marcher très facilement que si le changement que vous amenez permet à l'écosystème que vous venez secouer de mieux servir son marché. Donc si ce que vous amenez est différent mais permet de répondre à des nouvelles attentes, donc voilà, nous on travaille sur une solution bas carbone RE 2031 qui est une attente d'une partie de la promotion immobilière ou des investisseurs immobiliers, évidemment, et le tout à un coût abordable, il y a une oreille intéressée, il y a toujours un peu cette peur de la nouveauté qu'il faut savoir accepter, qu'il faut savoir accompagner dans l'explication, la démarche. Mais dès lors qu'on va viser un but commun qui est de mieux servir ensemble un client, ça se passe, je dirais que ça se passe naturellement et plutôt très très bien. Bon, je dirais que nous, c'est assez naturel. Hein, la 3D, les chantiers, c'est du quotidien, même si il y a 15 ans, il y avait très très peu de BIM ou de 3D tout court chez les architectes. Hein. Donc je pense que c'est venu surtout des clients, parce que les clients, ils aiment bien s'immerger, ils s'étaient projetés. Dans les concours publics, on est passé des esquisses à des 3D, à des perspectivistes. Et en fait, c'est de fil en aiguille, quand on a envie de performer, c'est le rôle des concepteurs, on a envie d'être un peu meilleur à chaque fois. Et les outils, on les fait suivre tout simplement, et les équipes ont naturellement suivi, en fait, à toutes les générations, j'ai envie de dire.
Alors jusqu'où, ma dernière question pour clôturer cette table ronde, et ça c'est le mot de la fin pour un peu notre public. Quels conseils donneriez-vous aux différents entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ces différentes démarches de digitalisation, d'industrialisation pour le futur, quoi. C'est ouverte à tout le monde. J'enchaîne, mais je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Alors évidemment, il faut se renseigner, il ne faut pas se jeter tête baissée dans une solution, mais après, il ne faut pas avoir peur. Il y a un coût, il y a du temps, il faut accepter les échecs, il faut accepter que des fois on met plus de temps au début, et puis après on en gagnera, et du coup, c'est juste avoir confiance aux autres, aux interopérabilités des solutions, des logiciels, et puis de suivre un peu le mouvement, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a des confrères, par exemple, qui n'osent pas passer le cap, et certains de ma génération, hein, et je leur dis, mais c'est vraiment dommage, parce que vous passez à côté de choses qui sont vraiment essentielles dans notre métier, et c'est pas parce qu'on dessine en 3D qu'on a arrêté de savoir dessiner sur une feuille. Il faut continuer à dessiner avec son crayon. Mais pour autant, la digitalisation, elle fait gagner un temps énorme à l'heure où tout bouge très vite. Un client qui veut bouger une fenêtre, je disais à l'époque, vous devez le bouger sur le plan, la coupe, la façade et dans la 3D qui est encore à part. Donc autant dire, les erreurs sont énormes sur le chantier à la fin. Donc ne pas avoir peur. Moi, je vais pas être objectif, hein, parce que forcément... Bon, bah, je vous conseille tous d'y aller. Et puis, bah, après, vous êtes invités à des tables rondes et vous rencontrez du monde. Non, mais en tout cas, moi, je trouve le métier, vu que j'étais ingénieur, et le métier de l'innovation vraiment incroyable. Et donc, le numérique, ça permet de mettre un premier pied dans l'innovation. Et bah, comme disait Christophe, l'innovation, c'est bah, des équipes qui sont motivées, des équipes internes, on peut ressouder des équipes. Et puis bah, après, ceux qui y arrivent, bah, ils remportent de nouveaux marchés. Personne ne voudrait revenir à la planche à dessin, quoi. C'est clair, c'est des outils d'aujourd'hui, et donc franchement, il faut y aller. Alors, je vais peut-être reprendre au-delà de la digitalisation et de ses avantages, peut-être essayer de donner 2-3 conseils sur la partie plus industrialisation, donc fabrication, on va dire, d'un composant ou d'un sous-produit ou d'un sous-élément ou d'une brique. Je pense que la première des choses, je vais donner 2 conseils qui sont plutôt des évitements à faire en apprenant des erreurs des autres. C'est ne sous-estimez surtout pas vos adversaires. Vous allez chercher à leur prendre des parts de marché. Vous allez leur prendre des parts de marché parce que vous allez réussir. Mais eux, ils vont réagir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que vous ne le pensiez au départ. Donc il faut être prêt à ce que la concurrence soit rude et sévère, parce qu'on est sur un monde, en particulier sur le monde de la construction, on est sur un monde où globalement, qui est entre guillemets ce qu'on appelle un monde sans capex, donc dans lequel il y a peu de capitaux investis au départ. Donc il y a une grande flexibilité, une grande souplesse d'une immense partie des acteurs. Donc petit 1, voilà, ne sous-estimez pas vos adversaires. De la même manière, ne surestimez pas le marché. Moi, je suis effaré par des études que je lis, des projections en disant leur site, ça va prendre X%, X dizaines de pourcents d'ici 5 ans. Je vais parler crûment. Je trouve que c'est des conneries absolument épouvantables. Divisez par 10 ce qui est raconté. Et surtout, plutôt avant tout, faites une vraie étude de marché. Donc comportez-vous en marketeur avant de vous comporter en ingénieur dans la construction ou dans l'imagination d'un produit. C'est ce que je dis toujours, un bon produit qui n'a pas de client est un mauvais produit. Et pour finir, la touche que je trouve qui est extraordinaire par rapport à ce qu'on fait, je pense que si on est tous quelque part ancrés dans ces innovations et qu'on apprécie tous de faire de l'innovation, c'est aussi et surtout que le premier outil qu'on utilise, je suis désolé, je ne vais pas parler de Katia ni de Dassault, mais le premier outil qu'on utilise avant de digitaliser, c'est notre cerveau, le cerveau de nos équipes.
Et ça, c'est pas l'IA qui va nous le retirer. Donc rien que pour cette émulation humaine permanente, je dirais effectivement, là, il faut foncer parce que notre cerveau, il est gratuit, il est accessible directement. Merci beaucoup à tous. Donc je pense qu'on va clôturer cette table ronde.